Donc cet exercice 23, on a déjà corrigé la question 1 avant, j'ai mis le corrigé en ligne et normalement l'enregistrement vidéo aussi. Donc on s'intéresse à la question 2. Chacun des trois ensembles A, B et C, ce sont en fait des ensembles qui décrivent les ensembles des solutions d'une équation, d'un système d'équations linéaire homogène. Et donc, d'après une proposition que l'on a vue au-dessus, ce sont des sous-espaces vectoriels. Alors, des sous-espaces vectoriels, ils sont tous les trois de M31 de R, puisque ce sont les ensembles des solutions de systèmes linéaires homogènes. Donc on vient de justifier que ce sont bien des sous-espaces vectoriels. Néanmoins, cette première partie, on pourrait s'en passer dans la mesure où derrière, on nous demande de les écrire comme engendrés par une famille de vecteurs. Et à partir du moment où on aura justifié, où on aura trouvé la famille de vecteurs qui engendrent chacun de ces ensembles, on aura une deuxième méthode pour justifier qu'ils sont bien des systèmes linéaires. Donc finalement, ces deux parties de la question, on peut les faire en une. Bon, ici, ça nous permet simplement de rappeler que si jamais on n'avait aucune idée de la structure de ces trois ensembles, eh bien, comme ce sont des solutions de systèmes linéaires homogènes, on a bien affaire à des espaces vectoriels. Commençons donc par l'ensemble A. Donc, on peut même maintenant dire l'espace vectoriel A, puisqu'on vient de justifier que c'en était un. C'est l'ensemble donc des matrices colonnes x, y, z de M31 de R, même si on peut se passer de cette précision, tel que le système, je fasse attention à écrire un petit peu mieux, suivant est vérifié, donc 2x plus y plus z égale 0, 4x plus y égale 0. Eh bien, ce que l'on va faire, c'est se donner un élément dans A, et essayer d'écrire cet élément-là comme étant combinaison linéaire d'une certaine famille de vecteurs. Et à partir du moment où on aura fait ça, on pourra dire que A est engendré par les vecteurs que l'on aura écrits. Donc comme on a ça, bien sûr, on va avoir le système suivant qui va être vérifié, c'est-à-dire 2x plus y plus z qui doit être égal à 0 et 4x plus y qui doit être égal à 0. Ce système, on va le résoudre. Alors évidemment, comme on a trois équations et que deux inconnues, on sait qu'il n'existera pas une unique solution. Ça, on peut faire référence à un des premiers chapitres de l'année sur les systèmes linéaires. On sait qu'on aura soit une infinité, soit aucune solution. Une unique, c'est pas possible, puisque ça ne peut fonctionner que s'il y a autant d'équations que d'inconnues. Même dans ce cas-là, ce n'est pas garanti qu'il y ait une unique solution. Donc ici, il va falloir qu'on réussisse à exprimer une ou deux inconnues en fonction des autres. Dans la deuxième équation, il y a quelque chose de simple que l'on peut faire, c'est que l'on peut par exemple exprimer y en fonction de x. C'est-à-dire que ici, j'aurai y qui sera égal à moins 4x. On a exprimé y en fonction de x. Je reporte ça dans la première et on pourra exprimer z en fonction de x. Donc on aura 2x moins 4x plus z égale 0, hein, ça c'était le y. Ce qui revient donc à dire que y égale moins 4x. Et vous avez ici moins 2x plus z qui vaut 0, c'est-à-dire que z égale 2x. Ici, là, on a moins 2x. Et donc, pour être dans A, il faut que les trois coefficients vérifient z égale 2x et y égale moins 4x. Donc finalement, si x, y, z est dans A, il existe un réel x. Alors ici, cette chose-là, je vais la noter u. Il existe x appartenant à R tel que u égale x
Le y c'est moins 4x et le z c'est 2x. Ou si vous préférez, il existe un réel x tel que u égale x multiplié par 1, moins 4 et 2. On vient de dire que pour être dans A, il fallait être de la forme 1, moins 4, 2 multiplié par x. Donc notre ensemble A, on peut en conclure qu'il est vecte de ce seul vecteur que l'on a écrit ici, c'est-à-dire 1, moins 4 et 2. Donc B, c'est le même principe. Les x, y, z de M3, 1, 2R, tel que le système est le suivant. Donc x plus 2y moins z égale 0. Moins 2x moins 3y plus 3z égale 0. Et x plus 2y moins z égale 0. Ce système-là, 3 équations, 3 inconnues, il est possible qu'il n'ait qu'une seule solution, mais il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Cela étant, s'il n'a qu'une seule solution, c'est forcément le vecteur nul. Si je remplace x, y et z par 0, j'obtiens 0. On va rédiger ça de la même façon qu'au-dessus. Donc, je me donne un vecteur u, x, y, z qui est dans B. Alors, eh bien, le système doit être vérifié. Alors, donc le système doit être vérifié, c'est-à-dire qu'on doit avoir x plus 2y moins z qui vaut 0, moins 2x moins 3y plus 3z qui vaut 0, et x plus 2y moins z qui vaut 0. Alors je disais que 3 équations, 3 inconnues, on peut avoir une unique solution. Ici, ça ne sera pas le cas, hein, pour une raison très simple, c'est que vous remarquez que votre ligne 1 et la ligne 3 sont deux lignes qui sont identiques. Donc on peut allègrement en supprimer une sans aucun problème. Ce système sera donc équivalent à x plus 2y moins z égale 0 et moins 2x moins 3y plus 3z égale 0. Donc il n'y a pas une unique solution à ce système. Exactement comme au-dessus, on va essayer d'exprimer des inconnus en fonction d'autres pour s'en sortir. Ici, on n'a pas de choses aussi simples que dans le premier, parce que on a les 3 inconnus dans les deux lignes. Mais c'est pas grave, on va utiliser du pivot de Gauss pour essayer d'arranger un petit peu les choses. C'est-à-dire, à partir de ce système, se ramener à un système triangulaire, c'est-à-dire qu'on aura les 3 inconnus dans la première ligne et une ou deux, sûrement 2, dans la deuxième ligne. Là, il va falloir faire appel à ce qu'on a fait au début de l'année, mais je pense que c'est maintenant bien acquis. Je vais appeler L1 et L2 ces lignes, donc je vais recopier L1. Et dans la deuxième ligne, alors je ne sais pas si j'aurai la place de l'écrire, mais je l'écrirai après. Je vais prendre, par exemple, 2 fois la première ligne, plus une fois la deuxième ligne. De cette façon, je n'aurai plus de x. Donc 2 fois x moins 2x, ça fait 0, c'est fait exprès. Je dois multiplier par 2, donc ça me fait 4y, 4y moins 3y, ce qui me fait y. Moins 2z plus 3z, ça me fait z. Et 2 fois 0 plus 0, 0. Et j'ai même un peu de place pour écrire que dans L2, j'ai mis 2L1 plus L2. À l'aide de cette deuxième ligne, maintenant, je me retrouve dans la situation de l'ensemble A. Je vais pouvoir exprimer y en fonction de z ou z en fonction de y, ce qui revient au même. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à remettre ça dans la ligne du dessus. Donc, ici, j'aurai par exemple que y est égal à moins z. Et je bascule ça dans cette ligne-là. On aura x moins 2z, moins z égale 0. On peut aller plus vite, hein. On aurait pu ici directement écrire moins 3z, y égale moins z, et
Donc cette chose-là qui me donne moins 3z, ça me permettra d'écrire que x est égal à 3z. Donc, conclusion de tout ça, il existe un réel z tel que mon vecteur que j'ai appelé u est égal à 3z moins z, forcément z, ou si vous préférez, z que je multiplie par 3 moins 1, 1. Donc, voilà le vecteur qui engendre mon ensemble B. Donc mon B, c'est un vect de juste ce vecteur 3 moins 1, 1. Donc l'ensemble C, c'est toujours l'ensemble des matrices de M3, 1, 2R qui vérifie 3x plus y moins z égale 0. La rédaction, je vais reprendre la même. Soit u égale x, y, z appartenant à C. Eh bien, on aura... Donc, si je prends ce vecteur u dans l'ensemble C, on doit bien sûr avoir 3x plus y moins z égale 0. Et là, il faut que j'arrive à écrire mes... comment dire des inconnus en fonction d'autres. Ici, je n'ai pas d'autre choix, puisque je n'ai qu'une seule équation. Je vais être obligé d'écrire une inconnue en fonction de deux autres. Là, on est obligé de faire un choix. Soit j'exprime x en fonction de y et z, soit j'exprime y en fonction de x et z, soit j'exprime z en fonction de x et y. C'est un choix qu'on fait. Donc forcément, suivant le choix que vous allez faire, derrière, vous n'aurez pas les mêmes vecteurs. Mais les vecteurs que vous allez obtenir engendreront le même espace vectoriel. Donc ici, ça revient à dire, pour que ce soit simple, je vais, comme z, comment dire, lui il n'a pas de, enfin son coefficient c'est moins 1, ça revient à dire que z égale 3x plus y. Et donc j'ai exprimé z en fonction de x et y. Conclusion de tout ça, c'est-à-dire que donc il existe deux réels x et y tels que mon vecteur u de départ c'est x, y et ici 3x plus y. Maintenant, si vous avez bien compris comment ça marche, je vais rajouter une page, je vais exprimer ce vecteur en disant que c'est x multiplié par quelque chose plus y multiplié par quelque chose. Et donc ce vecteur u, ça sera égal à x multiplié par 1, 0, 3 plus y multiplié par 0, 1, 1. Si je fais cette combinaison linéaire, c'est-à-dire que je multiplie ce vecteur-là par x, j'obtiens bien x et ici 3x. Je lui ajoute cette multiplication, donc j'aurai ici y et ici y. Et quand j'ajoute les deux, 3x plus 0, x plus 0, ça me donne bien x. Ici, j'ai pas de x, j'ai un y qui me donne bien le y. Et ici, j'ai 3x plus y qui me donne bien cette dernière partie. Donc, maintenant, je peux dire que mon ensemble C, c'est un vecteur, non pas de un vecteur comme on l'a eu jusqu'à présent, mais de deux vecteurs, 1, 0, 3 et 0, 1, 1. C'est un espace vectoriel qui est engendré par une famille de deux vecteurs. Dans la troisième question, on a deux ensembles, des ensembles de polynômes. On nous demande de montrer de deux façons différentes qu'il s'agit de sous-espaces vectoriels de R2 crochet X. La première méthode, c'est de vérifier que chacun de ces deux ensembles vérifie bien les caractéristiques que doit avoir un sous-espace vectoriel. Donc c'est ce qu'on va faire. Avec la définition. Donc si je prends mon ensemble, le premier ensemble que je vais appeler par exemple E, c'est donc l'ensemble des polynômes de R2 crochet X pour lesquels P de 0 est égal à 0.
Cet ensemble, il est clairement inclus dans R2 crochet X, hein, qui est un espace vectoriel. On l'a vu dans un exercice précédent. Il est non vide puisque le polynôme nul est dans E. Le polynôme nul, il vérifie P de n'importe quoi égale 0, donc a priori P de 0 égale 0. Donc le polynôme nul est dans E, ce qui nous dit que E n'est pas vide. Donc on a les deux premières choses qui sont vérifiées. Et ensuite, il faut que je vérifie que quand j'ai une combinaison linéaire de deux polynômes qui sont dans E, eh bien cette combinaison linéaire est aussi dans E. Je me donne donc un réel lambda, P et Q qui sont dans E au carré. Et il faut que je m'intéresse à lambda P plus Q. Pour dire que ce polynôme est dans E, il faut qu'il vérifie P de 0 égale 0. La première chose à dire, c'est qu'il faut qu'on s'intéresse à son degré. Le degré de lambda P plus Q, combien vaut-il? Eh bien, on sait qu'il est inférieur ou égal au maximum des degrés de ces deux polynômes, donc au maximum du degré de lambda P et du degré de Q. Mais comme ces deux polynômes-là sont dans E, bien inférieur ou égal à 2, donc on est bien dans R2 crochet X. Maintenant, on va regarder lambda P plus Q en 0, puisque c'est ça qui nous dira si on est dans E ou pas. Ça vaut lambda P de 0 plus Q de 0. Mais P de 0 égale 0 puisque P est dans E. Q de 0 égale 0 car Q est dans E. 0 plus 0, ça fait 0. Lambda P plus Q de 0 vaut 0. Lambda P plus Q est dans E. D'après la caractérisation, on en déduit que E est un sous-espace vectoriel de R2 crochet X, et c'était ça la question. Avec la définition. Je vous propose de faire le deuxième ensemble de la même façon, et puis après de passer à l'autre méthode qui consistera à exprimer ces deux polynômes comme ces deux ensembles de polynômes comme des vectes de quelque chose. Je vous propose d'appeler F l'ensemble des polynômes toujours de R de crochet X, mais pour lesquels P de 0 est égal à P de 1. Bien sûr, F est inclus dans R de crochet X, c'est ce qui est écrit ici. Le polynôme nul, il vérifie, je vais rajouter une page. Donc le polynôme nul que je vais l'appeler P. P de 0 vaut 0, P de 1 vaut 0, d'ailleurs P de n'importe quoi vaut 0. Donc en particulier pour ce qui nous intéresse, P de 0 égale P de 1. Donc ce polynôme nul, il appartient à F. Ce qui veut dire, et c'est ça qui nous intéresse, F est différent de l'ensemble vide. Je vous rappelle que quand on doit démontrer qu'un ensemble est un espace vectoriel ou un sous-espace vectoriel, il doit obligatoirement contenir le vecteur nul. Donc, on peut toujours démontrer que le vecteur nul est dedans. Si jamais le vecteur nul n'est pas dedans, c'est au contraire un bon argument pour dire qu'on n'a pas un sous-espace vectoriel. Ensuite, on va toujours s'intéresser aux combinaisons linéaires. Lambda appartenant à R. Cette fois, je ne prends pas P et Q appartenant à E, mais P et Q, bien sûr, dans F. Lambda P plus Q de 0. Il va falloir que je fasse ce calcul. Ça, c'est lambda P de 0 plus Q de 0. Mais ça, je ne peux pas donner sa valeur. Par contre, je sais que P est dans F. Donc ça, c'est égal
à P de 1, puisque P est dans F. Ça, c'est égal à Q de 1, puisque Q appartient à F. Et donc finalement, ce calcul, c'est le même que lambda P de 1 plus Q de 1. Si vous préférez, c'est lambda P plus Q que j'évalue en 1. Ce que je viens de dire, c'est que ce polynôme évalué en 0 est égal à le même polynôme évalué en 1. Donc, je peux en conclure que lambda P plus Q est bien dans F. Conclusion de tout ça, F est bien un sous-espace vectoriel de R2 crochet X. Deuxième méthode. Donc je garde les mêmes notations E et F. Il va falloir que l'on trouve une famille de vecteurs qui va permettre d'engendrer l'espace vectoriel E. Donc je rappelle que E, c'est l'ensemble des P appartenant à R2 crochet X, pour lesquels P de 0 égale 0. Je me donne un polynôme dans E. Forcément, P de 0 doit être égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire que P de 0 est égal à 0? Ça veut dire que, déjà, dès que j'ai P dans E, il existe un triplet de réels, tel que P de x, c'est ax carré plus bx plus c. Je pourrais écrire le c en petit. Comme P de 0 égale 0, eh bien, vous avez a fois 0 au carré plus b fois 0 plus c qui vaut 0. En d'autres termes, vous avez c qui vaut forcément 0. Dire qu'on est dans l'ensemble E, c'est dire que le coefficient c vaut 0. Donc P appartient à E si et seulement si son coefficient c vaut 0. Comment exprimer ça? Eh bien, par exemple, vous allez avoir que il existe simplement deux entiers dans R carré, tels que P de x, c'est ax carré plus bx plus 0, donc je ne l'écris pas. Et là, je viens de l'écrire, ma famille de vecteurs. Ça, c'est un vecteur de R2 crochet x, mais ça appartient à E, puisque si je considère le polynôme x carré, en 0, il vaut 0. Celui-là, même chose. Il est aussi dans E. Donc le polynôme que je vais appeler P1, qui vaut x carré, il appartient à E. Remarquez que je mets P1 de x, mais on peut ne pas le mettre, ce qui simplifiera un petit peu les notations, puisque P1 de 0, ça vaut 0. Et bien sûr, on est de degré inférieur ou égal à 2. Si j'écris P2 égale x, c'est un polynôme qui est aussi dans E, puisque P2 de 0, en 0, ça vaut aussi 0. J'ai écrit P, et donc, combinaison linéaire des polynômes P1 et P2. Donc, il me faut encore une page. Donc mon ensemble E, c'est un espace vectoriel engendré par P1 et par P2. Si vous préférez, c'est un vect de x carré et de x. Voilà pour la... Donc f, c'est toujours un ensemble de polynômes de R2 crochet x, mais pour lesquels P de 0 égale P de 1. Je me donne un polynôme de f. Donc forcément, comme on est dans R2 crochet x, il va exister
trois réels tels que P est égal à ax carré plus bx plus c, et en plus, P de 0 doit être égal à P de 1, c'est-à-dire que quand je remplace par 0, donc P de 0 égale P de 1, donc P de 0, ça vaut C, P de 1, c'est A plus B plus C, donc de ça on en déduit que A plus B plus C doit être égal à C, si vous préférez. A plus B doit être égal à 0. Donc la condition pour être dans l'ensemble F, c'est être un polynôme de degré au plus 2 avec A plus B qui vaut 0. Donc, on peut même ici par exemple dire que B égale moins A. Donc, il existe deux réels, A et C, appartenant à R carré, tels que notre polynôme c'est ax carré, le B c'est moins ax, plus C. Et donc, je viens d'écrire ici que P par exemple, c'est A multiplié par x carré moins x, plus C multiplié par le polynôme constant qui vaudrait 1. Or, ce polynôme-là, on peut vérifier que, si je l'appelle P1, P1 de 0 égale P1 de 1. Posons P1 égale x carré moins x. P1 de 0, ça vaut 0. 0 au carré moins 0, ça vaut 0. P1 de 1, ça vaut 1 au carré moins 1, ça vaut 0. Donc on en déduit que P1 de 0 égale P1 de 1. Donc P1 est bien dans, il ne s'appelle pas E l'ensemble, il s'appelle F, est bien dans F. Le deuxième polynôme, c'est le polynôme constant égal à 1. Posons, hop, P2 égale le polynôme constant égal à 1. Un polynôme constant, lui, il prend la même valeur pour tout le monde. Donc P2 de 1 égale P2 de 0. Et tout ce petit monde-là vaut 1. Donc bien sûr, P2 appartient à F. J'ai exprimé un polynôme P quelconque de mon ensemble F comme combinaison linéaire de deux polynômes de F. Donc ici, conclusion de tout ça. Pour tout P appartenant à F, conclusion, il existe deux réels que je peux nommer A et C, tels que P, c'est A multiplié par le polynôme P1, plus C multiplié par le polynôme P2. P est combinaison linéaire de P1 et P2. Donc, mon ensemble F, il sera engendré par ces deux vecteurs, ces deux polynômes P1 et P2, c'est-à-dire vect de x carré moins x et de 1. Voilà pour la dernière question de cet exercice 23.